Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Faire du temps. Présentation, construire le temps. Malheur de Adorno. Le compositeur et les modèles. Partir des analyses de Th. W. Adorno peut se discuter au regard des nombreuses études sur l'œuvre de Gustave Mahler. Néanmoins, ce choix est dû au terme romanesque lequel, octroyé par le philosophe pour qualifier la musique de Mahler, nécessite de revenir aux spécificités que dégage Adorno pour installer un tel qualificatif qui, par truchement, offre avec d'autres considérations adorniennes sur le langage et la temporalité mahlérien un appui à discussion voire réfutation du dit terme incitant à l'ouverture vers l'étude des techniques d'écriture romanesque avancées dans les commentaires du philosophe. Le premier constat est que Mahler négocie ses formes à partir de schémas traditionnels, ayant dès toujours subi de sensibles aménagements. Néanmoins, le concept de forme s'efface durant le XXe siècle au profit du concept de structure qui suggère les détails, les connexions dans un petit espace. Il ne faut pas entendre cette mutation dans le sens péjoratif que lui attribue Karl Dahlhaus, selon qui cette substitution de la structure à la technique compositionnelle est symptomatique d'un relâchement de l'œuvre. Le passage de la forme comme principe de totalité indécomposable à la structure, concept technique qui rend compte de la genèse d'une œuvre et de son processus de production, signifie que la musique passe globalement de l'organisation des phénomènes à une échelle macroscopique à leur organisation à une échelle microscopique. Ainsi ces schémas, en particulier la forme sonate, se verront subvertis ou effacés pour des raisons diverses et selon des perspectives initiales différentes, diversement repris comme support adéquat pour de nouveaux matériaux, comme hommage critique, reconversion, voire comme réaction aux esthétiques nouvelles. Mahler quant à lui infléchit la tradition selon des impératifs pour une part le précédent, qui induisent, tant dans l'organisation thématique que dans le développement qui lui est conjoint, un modelage propre de l'architecture et de l'articulation, à quoi s'ajoute le nombre des mouvements, l'inclusion ou non de la voix, et concernant son langage tonal, des échappées relativement à ce que promettaient les plus tardives directions laissées par Liszt ou Wagner. Chez ce dernier, notamment dans Tristan et Isolde, 1857 à 1859, l'ambiguïté de la modulation est mise en œuvre grâce à la multidirectionnalité que confère l'usage du chromatisme, contribuant à la liquidation de la tradition tonale dans sa responsabilité fonctionnelle. Mahler, resté partiellement fidèle aux accords de trois sons, au dualisme majeur-mineur, tend en revanche à organiser les centres de gravité tonale en systèmes locaux, ce qui confère à son langage diatonique une apparence non révolutionnaire sans que cette régression renvoie aux esthétiques dans lesquelles la tonalité procède d'une configuration par polarisation de la tonique. Chez lui, la tonalité ressemble davantage à une nébuleuse au sein de laquelle de multiples systèmes gravitationnels locaux peuvent s'organiser, voire dans le Spechte, se superposer grâce à un travail alliant un contrepoint fondé sur l'indépendance des voix dans leur appartenance à une tonalité particulière, et la persistance d'une base simplifiée de degrés susceptibles d'être vidés de leur fonction originaire en raison des objets qu'ils supportent, caractéristiques en vertu desquelles Mahler peut placer le système gravitationnel à une plus grande échelle, à la limite de ce qui est perceptible. Ce faisant, l'idée d'un usage passéiste de la tonalité par Mahler au regard de ses contemporains perd en pertinence puisque le compositeur participe également de l'altération sinon de la désintégration de la tonalité par des moyens de subversion n'allant ni résolument vers le chromatisme, ni radicalement vers le polytonal, mais vise tout autant à retirer à la tonalité son efficacité structurelle, fonctionnelle. Ainsi Mahler cherche l'unité de sens de son œuvre, non plus à travers les catégories formelles du langage tonal devenues effectivement problématiques, mais à travers de nouvelles catégories singulières, encore qualifiées de matérielles ou concrètes, par opposition aux anciennes qualifiées d'abstraites car dépendantes d'un langage a priori, dénommées par Adorno, ces nouvelles catégories que sont la percée, la suspension, l'accomplissement et son négatif L', effondrement, sont incorporées au schéma classique et relèvent en définitive de stratégies de dramatisation de la forme. Le premier exemple probant de percée se situe à la fin du développement du premier mouvement de la Unaire symphonie, 1885 à 1888, avant le retour de la RE accent aigu exposition.
Cet emplacement s'apparente au développement terminal beethovénien en ce qu'il redynamise la forme sonate, en changeant momentanément l'orientation finale, pour la mieux affirmer d'ailleurs. Bien que ce spectaculaire moment surgisse après un crescendo général, la rendant de fait prévisible, il n'en demeure pas moins une disproportion sonore qui, brisant le discours attendu, déclenche un raccourci imprévu attend la conclusion. Ainsi, le retour que la percée convoque doit être le résultat de cette dernière, quelque chose de nouveau. En altérant rétrospectivement les proportions, la percée se veut une rébellion contre l'apparence de l'œuvre accomplie, un renversement irréversible, l'opposition à l'ancienne compulsion de répétition imposée par la RE accent aigu exposition traditionnelle. Il ne s'agit donc pas de convoquer la RE accent aigu exposition en ignorant la dynamique initiée par la percée, mais bien d'en transformer le profil. En termes techniques, la percée mahlérienne serait une disproportion entre ce que le début du mouvement laissait prévoir, et ce que son retour fait au contraire surgir d'imprévisible dans les dernières mesures, ce qui justifie que la percée soit un instrument de l'émancipation du carcan traditionnel. En cela, elle constitue un saut qualitatif et comme dans un moment de crise précipite les événements, tutoie de fait les procédés dramatiques. Moment d'indétermination dans la forme, la suspension est une attente lisse d'aspérité dramatique, revêtant parfois les traits de la nature comme dans les mesures ouvrant la première symphonie, un la naturel en harmonique réparti sur plusieurs octaves à l'indication précisément naturlo. Cette suspension trouve parmi ses prédécesseurs l'adagio initial de Sinfonia, de certaines toccates ou concerti grossi. Chez Mahler cependant, elles ne sont pas systématiquement dévolues à l'introduction et exterritoriales à l'égard de la progression du mouvement 25 grâce à l'orchestration notamment, à l'étirement du temps, réactive le concept des sections adagio dans les genres précités. Loin d'affirmer que Mahler tente délibérément et consciemment une reprise de ces phénomènes, il faut bien en constater la résurgence, ce qui serait le cas pour la catégorie de l'accomplissement, définie par Adorno d'après l'Abgesang du Bach réemployé par Wagner. Jouant sur la similitude, il est une reprise extensive après le Hofgesang de De Stollen similaire. Mais si le chromatisme active le modèle wagnérien, son usage seul n'apporte pas la garantie de l'accomplissement qui est donc renforcé chez Mahler, tant par cette découpe en 3 moments que par un travail mélodico-harmonique, dynamique, afin de faire advenir un thème ou exprimer une transition. À l'image des autres catégories, les effondrements ont pour effet et vertu de dynamiser la forme et se présentent comme instant de liquidation, un dynamisme de la catastrophe, des images de mise en ruine, d'évanouissement, d'enlisement progressif, de fin non rassasiée, de dispersion, d'altération, répondant à une temporalité comme dissolution sans avoir nécessairement pour statut de marquer les sections. Par les affects qu'ils induisent, ces moments ne font donc pas que satisfaire à un besoin formel. Adorno fait remonter cette catégorie au 3e Lied des Lieder eines fahrenden Gesellen, 1884 à 1896, Ich habe ein Glühen Messe, sous les paroles Ich wollte, ich leg auf der schwarzen Bar, könnt nimmer Diogen aufmachen, passage qui succède à un jaillissement mais précipite la fin du lied en quelques motifs résiduels et un dessin de liquidation amenant la tonique grâce à un chromatisme elliptique. La forme romanesque mahlérienne. Grâce à l'évaluation de ces catégories, Adorno apprécie ce qu'il nomme l'écriture épique de Mahler. Discours dialectiquement opposé à la logique dramatique de l'idéal classique qui se définit par une logique abstraite de l'identité, celle d'un retour au même dont l'exemple type est la forme sonate, sa symétrie entre l'exposition et la RE accent aigu exposition, ainsi que par une logique déductive. L'écriture épique se définit quant à elle par une logique concrète interdisant cette idée d'un retour au même, le même devenant autre et ne pouvant se donner là que dans la différence. À la logique a priori de la tonalité et de ses formes à laquelle obéit l'idéal classique, Adorno oppose donc une autre logique de l'œuvre, possiblement soustraite à la logique de l'identité et de la répétition, et il tente ce faisant de construire l'idée d'une logique de la temporalité concrète. Cependant l'apport de l'opéra buffa au style sonate contribuait déjà à façonner sa dramatisation. Même dans le cas où cette dernière ne se prêtait pas à la résolution symétrique, l'esthétique de la sonate demeurait,
notamment dans les opéras de Mozart, grâce à des extensions, des ajouts de matériaux. Et lorsqu'Adorno cite la tradition classique en tant qu'elle ne peut modifier profondément un élément fixe, ou tolérer l'existence des singularités des empreintes thématiques, on peut se demander, à l'examen des procédés de développement, dérivation thématique haydnienne, établissement des thèmes dans un ordre génétique à la manière de Beethoven et mélodie étendue, ce qui permet de particulariser les thèmes mahlériens, sauf à dire qu'ils vivifient eux-mêmes ces procédés sous l'appellation de variantes. La mention de l'opéra suffit à reposer la question des critères de différenciation entre écriture musicale et écriture littéraire du drame. Dans cette difficulté de coïncidence donnée par le risque analogique lui-même sans que l'on entre dans le détail fastidieux d'une déclinaison, Adorno s'efforce d'inscrire Malheur en vertu d'une parenté entre épopée, drame et roman. L'écriture épique n'avait jamais été la simple antithèse de l'écriture dramatique. Comme les romans, elle s'apparentait également à cette dernière par son rythme, ses tensions, ses explosions. Il est ainsi question de considérer les écritures dramatiques et épiques comme résolues dans la forme mahlérienne qui engage le canevas dramatique, en offrant par ces catégories transgressives concrètes la possibilité de précipiter les événements, en restant alliés à et déplacés vers la durée épique qui consacre l'ouverture dans le temps, toujours en vertu de ces mêmes catégories censées résoudre l'antinomie entre récurrence et narration tout en atteignant la structure conflictuelle. Ce qu'entend souligner Adorno est une configuration qui chez Malheur prend l'aspect d'un raconté dont les libertés sont au plus proche du roman, lequel, échappant à toute classification homogène, ne cesse de remettre en chantier sa propre identité durant son évolution. Adorno n'insiste pas sur ce point décisif qui permettrait pourtant de le suivre quant à cette appréciation du romanesque dans l'œuvre du compositeur, pas plus qu'il ne fait figurer ensemble les 4 principales racines du roman: épopée, drame, rhétorique et ménipée pour valider le qualificatif de musique romanesque. Or c'est de la destruction de la distance épique à un passé parfait qu'est né le roman, principalement sous la pression des expressions comico-sérieuses dont la prise en compte doit procurer un niveau supplémentaire de compréhension de la remise en question de la logique discursive, du recul de l'homogénéité du langage, aspect donnant lieu au pot-pourri, selon la critique faite à l'encontre de l'œuvre de Malheur, au burlesque, aux alliances savants populaires et sacrés profanes, au ton ambivalent pour reprendre l'apostrophe. Expression d'Adorno qui n'avance qu'épopée et drame pour définir la courbe romanesque et donc, par truchement, pour établir une première convergence entre la musique romanesque de Malheur et les romans de sa génération. Cette lacune faisant, le lien originaire de la ménipée chez Dostoïevski ou Hoffmann, pour les exemples les plus probants qui parsèment la culture extramusicale du compositeur et les sources de certaines de ses œuvres, n'est pas mise à profit pour dévoiler le substrat fantastique de son esthétique. Pour discuter la musique romanesque mahlérienne, il faut aussi nuancer et discuter d'autres niveaux, au premier lié. Tout d'abord, à la différence de Richard Strauss, Malheur compose sans modèle littéraire, ce qui fonde la différence entre programme extérieur de Strauss et programme intérieur de Malheur. Karl Dallaus définit le premier comme procédant d'une narration comprise comme une suite d'actions extérieures à la musique, tandis que le second relève d'une idée guidant la progression des sentiments, Empfindungsgang. La musique à programme tendant à se baser sur une narration, processus d'ailleurs en contradiction avec celui de répétition, inhérent à la plupart des formes traditionnelles, c'est à la faveur de cette contradiction entre progression narrative et répétition que la musique du XIXe siècle se veut avant tout présentation, Darstellung, d'affect. Et si la musique ne présente que des actions inscrites dans une intrigue, et quand bien même la succession d'affects déterminerait finalement une narration, ceci n'implique pas nécessairement qu'elle aurait été envisagée comme telle. Certaines œuvres de Malheur donnent ainsi l'illusion d'être programmatiques, ce que le compositeur s'est tôt refusé à suivre. En effet, aucun sujet référencé n'est identifiable. Le texte chanté n'a pas de lien strict avec la construction de l'édifice symphonique, ce faisant on peut dire qu'il la guide plus qu'il ne la détermine. Les titres n'ont pas valeur de sujet et les commentaires verbaux ne sont qu'une sorte de méta-œuvre. Une métaphore supplémentaire se proposant d'éclairer l'œuvre par une image qui n'est pas son contenu. Sous cet angle, on peut dire que ce que Malheur reprend à la littérature n'est pas propre à cette dernière mais est l'émanation d'une esthétique romantique qui prône dans et pour l'art, la rencontre entre le réel et le sujet, aussi multiple soit-il affecté par lui.
Cette esthétique des premiers romantiques allemands, qui trouve son application en cet échange entre intériorité et extériorité dans certaines œuvres de Mahler, permet à ce titre de rejeter le terme romanesque employé par Adorno pour replacer celui de romantique avancé par Mathieu Schneider, sans que ce terme soit d'ailleurs l'antithèse de moderne. À la recherche du temps perdu, et le Bildungsroman. S'il est un autre héritage du romantisme présent cette fois dans l'œuvre de Proust, on le doit à une variante démultipliée d'un genre romanesque essentiellement germanique. Le narrateur, nous indiquant fugacement cette piste au cœur du roman, relate la vocation invisible dont cet ouvrage est l'histoire, la quête des moyens dissimulés par lesquels le héros pourra réaliser cette vocation. Il n'est donc pas fortuit de considérer la recherche comme appartenant au champ du Bildungsroman, traduit par roman de formation, compris dans son acceptation la plus générale, c'est-à-dire fédérant des genres connexes. C'est en considérant l'ampleur des manifestations du phénomène qu'il est permis d'envisager sa portée dans le domaine musical, précisément mais non exclusivement dans l'œuvre musicale de Mahler. Car si ces deux premières symphonies en montrent l'héritage, d'autres compositeurs comme Liszt ou Strauss l'affirment grâce à un support préexistant dérivé de ce genre ou de façon nettement autobiographique. Dans sa stricte définition, le Bildungsroman est une catégorie de romans allemands de l'époque goethéenne, qui raconte l'histoire positivement résolue, l'anti-Bildungsroman se résout négativement, d'un jeune homme contemporain de cette époque, faisant son entrée dans l'existence grâce à de multiples expériences devant aboutir à la connaissance de lui-même et de son rôle dans le monde. L'apparition du concept serait en outre conditionnée par la volonté de rattraper un supposé retard littéraire de l'Allemagne sur le reste de l'Europe, désir qui prend corps avec l'émergence d'une nouvelle ère romanesque inscrivant en elle une histoire suffisamment exemplaire pour qu'elle contribue à la formation morale du lecteur. En cela, Wilhelm Meister Lerja répond à toutes les attentes en combinant le roman social, l'utopie individuelle et l'autobiographie. En considérant le concept dans un sens plus large qui insiste plus sur l'histoire de la formation que sur son but, le Bildungsroman s'applique à de nombreux textes sensiblement contemporains du Wilhelm Meister, dans lesquels la formation du sujet est comprise à la fois comme développement des qualités de la personne et comme intégration aux réalités sociales, notamment sous l'effet d'une éducation culturelle nouvelle, la Bildungsbürgertum. Ceci permet d'intégrer un ensemble de textes gravitant autour de cette notion. Hyperion de Hölderlin, Lucinde de Friedrich Schlegel, Titan de Jean-Paul, Heinrich von Ofterdingen de Novalis, Ahnung und Gegenwart d'Eichendorff, jusqu'à E.T.A. Hoffmann, Lebensansichten des Catermur, tous auteurs empruntés par des compositeurs sensiblement contemporains, mais aussi profondément inscrits dans la culture de plus tardifs comme Mahler. D'une façon plus générale encore, le concept, dépassant les pays germaniques, est une matrice du roman d'artiste et bien que plus abstrait, de certains romans philosophiques voire transcendantaux, la recherche offrant une synthèse personnelle de ces variantes. Ultérieurement, le genre sera considéré comme une forme symbolique, ce qui contribuera à souligner son caractère anhistorique en négligeant en conséquence l'aspect novateur du Wilhelm Meister. Paul Ricoeur et Mireille Bakhtin apportent toutefois leur contribution à sa relecture sous l'angle de l'historicité, rétablissant le contexte historique de l'écriture du Wilhelm Meister. Pour Bakhtin, il s'agit de rappeler que dans ce XVIIIe siècle de la concrétisation et de la visualisation d'une réalité nouvelle et de son histoire, l'image de l'homme perd dans une certaine mesure son caractère privé et débouche sur la vaste sphère de l'existence historique, ce qui permet de concevoir l'histoire du genre comme inextricablement liée à celle de la notion de Bildung justement discutée par Goethe dont le Wilhelm Meister demande à elle intrigue de tresser ensemble complexité sociale et complexité psychologique, dans un monde contemporain. Par ailleurs, la Bildung, durant le Goetheszeit, renoue avec sa source théologique et philosophique sur un mode sécularisé, lui-même empreint d'organicisme, dont témoignent les métaphores de la germination notamment débattues dans le traité de Goethe sur la métamorphose des plantes et autres écrits botaniques, où se profile déjà le scientisme du XIXe siècle, mais où se fait sentir aussi l'influence du piétisme d'une part, de la monadologie de Leibniz d'autre part. Bildung renvoie la formation organique et l'observation du vivant qui vise à appréhender en une totalité la multiplicité des composantes visibles, afin d'en révéler l'unité interne,
favorise l'émergence de l'importance de la catégorie du temps dès le XVIIe siècle puisqu'il s'agit d'observer, notamment dans les sciences de la nature, une forme en mouvement. Ce n'est pas par hasard que Thomas Mann, dans son texte sur la montagne magique, affilie son Zeitroman au Wilhelm Meister. Mais le progrès de l'éducation de Hans Castorp se mesure par sa victoire sur le souci du temps daté, la monotonie du temps vécu par les gens d'en haut, pensionnaires du sanatorium, faisant perdre la conscience de la durée avant que ne surgisse le temps historique. Aussi l'allongement des chapitres, simultanément à l'abréviation du récit, crée-t-il un effet de perspective essentiel à la communication de l'expérience. De plus, l'auteur se réfère à Wilhelm Meister et Faust pour faire entrer la montagne magique dans le genre de la Kester Legend dans laquelle le héros s'initie en défiant le ciel et l'enfer, en concluant des pactes avec le mystère, le mal, la mort. Objet de l'ironie de l'auteur, ce qui empêche une lecture pauvrement identificatrice, le personnage est plongé dans un parcours aléatoire qui dans le Wilhelm Meister se conclut de façon ambiguë par le triomphe des forces de la vie, sur les instances formatrices. À ce sujet, les études sur l'œuvre de Goethe mettent tôt en valeur un contenu utopique en valorisant les idées de liberté et d'harmonie, offrant ainsi une ouverture au réductionnisme utopisant dont découleront autodérision et ironie. Il résulte de ces différents angles plusieurs lectures dont une, Transcendentale 3, fournit le modèle de l'ironie romantique elle-même reproduite par le mouvement critique idéal et s'ouvrant sur l'infini de l'œuvre d'art qui supplante une fixation élémentaire sur le héros. La recherche ou les jeux avec le temps. Th. Mann a fait en outre valoir le rôle de la composition musicale dans sa conception romanesque. Une symphonie composée de contrepoints, où les idées jouent le même rôle que les motifs en musique. Le romancier reconnaît d'ailleurs explicitement avoir suivi la technique du leitmotiv wagnérien et débuté cette expérimentation dans Tonio Krüger et les Buddenbrook. Précisons. Le leitmotiv se différencie du motif non par sa forme mais par sa fonction, ce qui pose la question de savoir si le procédé d'idéogramme sonore a fasciné Proust, corroboré ses idées philosophiques et littéraires, ou s'il les a suscitées en partie. Aussi faut-il mettre en garde contre un abus dans l'usage même du terme poussant à lire une identité car en passant dans le domaine littéraire, le leitmotiv, dont l'usage en littérature, exceptionnel, partage avec d'autres procédés le pouvoir allusif et mnémonique de son parent musical, perd sa valeur originelle pour désigner une formule littérative dont la fréquente résurgence signale un trait distinctif. Le leitmotiv littéraire n'est donc pas comme son homologue musical, un moyen d'expression métaphorique explicité par une concomitance associative. Il tire sa valeur signalétique d'un processus de répétition. Proust, qui ne retiendrait du procédé de leitmotiv littéraire que la valeur symbolique, relie, dissocie, imbrique les motifs de la recherche grâce à maints artifices combinatoires, voisins de ceux d'un compositeur puisque dans les deux cas, ils dépendent de la mémoire et du déroulement linéaire de l'œuvre dans le temps et que d'autre part, ils jouent de l'analogue et du divers dans une vaste composition. Aussi la prudence pousse-t-elle à effacer le terme de leitmotiv qui n'est d'ailleurs jamais employé par Proust dans les rares pages où il est question de la musique de Wagner, très évaluée au travers de considérations transpirant des Raout Verdurin, l'unique passage s'engageant sur cette technique étant par trop vague cependant que la correspondance de l'écrivain nous apprend la comparaison qu'il fit entre la poésie d'Anna de Noailles et les opéras de Wagner, laquelle repose sur L'. Idée de forme organique, non de leitmotiv. Il reste que l'attitude syncrétique du romancier exclut le recours à un seul modèle musical, l'apport de Wagner n'étant pas le seul puisqu'il existe aussi celui de Franck pour le procédé cyclique, de Beethoven pour celui consistant à annoncer un motif qui anticipe sur le thème à développer, ainsi que les longues préparations sur lesquelles Proust attire également l'attention. La structure même de la phrase proustienne, qui surprend d'emblée par sa longueur, ses délais explicatifs, a permis au commentateur de la relier à ses propres commentaires sur les phrases au long col sinueux et démesuré de Chopin, si libre, si flexible, si tactile, ou rapproché des retardements dus aux crescendos successifs chez Wagner. Cependant, elle impose sa longueur par ses regroupements d'adjectifs dégagés de l'imagination dans le but de donner à voir le motif et pour lui superposer une forme abstraite. La lecture est propulsée vers la fin de la phrase afin que surgisse le sens complet du passage préalablement entrevu par cette succession d'éclairs descriptifs. Or il n'est pas rare de rencontrer dans la recherche le terme successif,
et cette connivence de l'image du fragment avec l'instant montre que la segmentation est la forme sous laquelle l'écrivain se représente la succession fragmentée du temps passant, signifié qui semble irréductible au phénomène musical tel que Proust le connaît, dont on ne peut exclure malheur. Se constate alors un obstacle qui obère la démarche dans son ensemble. L'écrivain semble considérer la musique comme un phénomène global présentant, quelles que soient les esthétiques, des caractères communs dus aux limites que mémoire et perception imposent à un art essentiellement temporel. Pour fixer une forme sonore et permettre à l'auditeur de la reconnaître, de l'identifier, de se la rappeler, le musicien répète, transpose, modifie. Et si l'enjeu du roman est donc de révéler la figure du temps, n'est-il pas naturel de le voir recourir à une écriture apparentée à l'écriture musicale ? Ce dessin au-delà du titre ouvre le récit. Un être sortant du sommeil s'efforce de reconnaître l'époque de sa vie à laquelle se rattache ce moment suspendu, contracté, isolé du reste de la durée, ce moment d'ignorance durant lequel il a perdu le moyen de relier le lieu et le moment où il vit, à tous les autres lieux et moments de son existence antérieure. Découvrir à quelle époque de sa vie cet instant est contigu initie l'intrigue qui remonte de fait à l'enfance, mais rien ne prouve au dormeur éveillé qu'il pourra rejoindre dans les vastes palais de la mémoire ce qu'il a laissé avant le sommeil, lieu, époque, et l'être même qu'il a abandonné. Ce rapport que la vérité entretient avec le temps est porté par deux niveaux d'expérience, la mémoire involontaire et l'apprentissage des signes extérieurs que le roman met en relation, dirigé vers la réconciliation finale dans l'art, c'est-à-dire la nécessité d'une œuvre concrète durant la scène de la bibliothèque où la voix du narrateur, en avance sur la progression du héros, s'impose devant celle de ce dernier se souvenant, alors même que énonciation orientée vers le futur adoptait les formes du passé, le héros évoquant dans l'ouverture du roman, élaboré à la même époque que le temps retrouvé, un passé indéfini, un autrefois multiplié sans fin, un auparavant sans frontières. Suivent, après le commencement à valeur d'origine, les enthousiasmes et déceptions procurés par le hiatus entre monde imaginaire et monde réel, monde des noms avant toute perception, mais aussi usure du sentiment qui rend inapte à préserver l'impression heureuse d'une banalisation succédant à la brève actualité des instants de bonheur que nous perdons certes, mais qu'une rencontre inattendue peut restituer grâce au miracle de la ressemblance. Les impressions éprouvées par intervalles se révèlent alors être orientées vers le futur en un laborieux voire inutile déchiffrage, une approximation de la vérité déclinée en une série d'expériences thématiques analogues qui servent à la construction véritable de l'identité de celui qui est le sujet de ses impressions, de ses omissions, de ses erreurs quant à la perception du réel, car il ne laisse de comprendre qu'imparfaitement ses sentiments de ne circonscrire incomplètement les signifiés qui le renvoient à une époque ultérieure de sa vie où finalement cette pleine compréhension aura lieu, sur l'autre versant du roman, le temps retrouvé débutant par un récit dont le lieu est proche de celui de l'enfance. L'initiation procède d'invitations adressées par la Madeleine, les clochers de Martinville, la phrase musicale de Vinteuil, contenant tous et toutes une part de révélation et une part d'incitation, la dernière étant de chercher la raison de l'intensité de l'appel promis et incomplètement livré par ces expériences semblables mais séparées par de longs pans d'oubli. Distinguer cette ressemblance à distance, c'est dégager dans une vie ce qu'il y a d'essentiel, c'est atteindre son essence. Avant-dernière station toute provisoire donc, que celle d'atteindre l'essence d'une vie lorsque penser le temps est ancré au titre d'événement fondateur de l'ultime projet d'une œuvre. Le rôle d'origine, ainsi assigné à la spéculation dans l'histoire d'une vocation, assure le caractère irréductiblement narratif de cette spéculation même. Ce qui paraît mettre cette spéculation à distance du récit, c'est que le temps qu'elle porte au jour n'est pas d'abord le temps retrouvé au sens de temps perdu retrouvé, mais la suspension même du temps, l'être extratemporel. Une cristallisation en une parcelle d'éternité de l'essence des choses que seule l'œuvre d'art, contrairement à la vie, peut atteindre. Le caractère immanent d'une éternité qui institue l'unité entre passé et présent et apparaît, en dehors du temps. Seul milieu possible pour révéler cette essence au moi auparavant languissant dans l'observation du présent, dans la considération d'un passé que l'intelligence lui dessèche, dans l'attente d'un avenir que la volonté construit avec des fragments du présent et du passé auxquels elle retire encore de leur réalité en ne conservant d'eux que ce qui convient à la fin utilitaire, étroitement humaine qu'elle leur assigne. L'initiateur du temps retrouvé,
l'être extratemporel s'attache à une méditation sur l'origine de la création, apparue toutefois grâce à ce fil rouge de la petite phrase de la sonate de Vinteuil dont les analogas émaillent l'œuvre entière du compositeur. Le fragment musical se donne comme relais entre l'expérience de la Madeleine et la scène de la bibliothèque où la révélation de la joie extratemporelle ouvre la nouvelle signification de cette parcelle musicale, libérée du poids affectif qui valut à Swann Lested de se méprendre en L', assimilant au plaisir amoureux, lui ôtant la force de devenir l'écrivain qu'il n'était pas. Quant à la passion de la vérité que la jalousie mobilisait chez Swann comme chez le héros, rien ne permet de l'auréoler des prestiges du temps retrouvé. Le temps d'avant la révélation est tout simplement perdu au double sens de révolu et de dissipé. Et je ne voulais pas me laisser leurrer une fois de plus, car il s'agissait pour moi de savoir enfin s'il était vraiment possible d'atteindre ce que, toujours déçu comme je l'avais été en présence des lieux et des êtres, j'avais, bien qu'une fois la pièce pour concert de Vinteuil eût semblé me dire le contraire, cru irréalisable. Les impressions telles que celles que je cherchais à fixer ne pouvaient que s'évanouir au contact d'une jouissance directe qui a été impuissante à les faire renaître. Le temps retrouvé prend alors sens de temps perdu ressuscité, oubli de réserve, l'expression de Paul Ricoeur, qui pose l'accent sur le pouvoir créatif de la conjugaison entre le résidu de mémoire et l'imagination par la fixation de la fugace contemplation devant la pérenne œuvre d'art, moment incitant à donner aux expériences prisonnières du sensible une résolution, un équivalent spirituel qui inscrira cette contemplation dans la durée, en œuvre d'art, en écriture. Par ce roman en puissance, car chaque impression ne s'est pas transformée en expression, l'élan prospectif ne s'immobilise pas mais laisse augurer d'une réitération métamorphosée du contenu proustien. Structuration, variante et thème pluriel. Lorsqu'Adorno entend définir la configuration thématique malérienne, il la compare à l'écriture romanesque en ceci que les figures épico-romanesques, les personnages que l'exposition présente, gardent durant leur évolution une nature identique à soi, mais en retour, ils ne sont pas plus indifférents au devenir de la musique que les personnages de romans ne sont indifférents au temps dans lequel ils évoluent. Ils deviennent autres en restant mêmes, rétrécissent, élargissent, vieillissent par un processus que Proust relate à propos du nom qui à tous les moments de sa durée, considéré comme un ensemble de tous les noms qu'il admet en lui, subit des déperditions, recrute des éléments nouveaux correspondant ainsi techniquement à ce qu'Adorno nomme variante, dont l'origine se situe dans le lit d'astrophes variées. Malheur ne dit jamais deux fois la même chose de la même façon. Adorno entend ici l'intervention de la subjectivité du compositeur, sa prédilection pour ce qui échappe à la planification, son aptitude à surprendre la déduction, l'idée que la production de nouveautés constitue réellement le temps, et le récit tel que naissant de l'accumulation de ces versions successives. La subversion de la linéarité du modèle traditionnel s'entendrait alors comme le pendant de la structuration du récit proustien, définie comme ligne segmentée du successif. Or celle-ci ne se veut pas l'antithèse absolue de cette forme que le narrateur avance comme principe pour son œuvre future, la forme organique qui, musicalement, relève d'un processus compositionnel lié à la déduction, laquelle commande la structure et la nature du travail opéré sur le matériau, substrat minimum de cellules intervalles, et initie en conséquence le développement autant que ce qui doit sembler y conduire, c'est-à-dire cette entité homogène du thème exposé dont la déduction a tiré toutes ses potentialités. Le thème, sorte de cristallisation et rassemblement de germes, et dont la RE accent aigu exposition apparaît aux yeux d'Adorno comme une surexposition entérinant définitivement la circularité et le statisme du concept, et non la refonte du modèle classique qui provient chez Beethoven de l'extension du mouvement par ce geste particulier du développement terminal, dynamisation et jeu avec le temps inattendu repoussant cette ratification conclusive tant critiquée par le philosophe. Un autre point évoqué par Adorno pour définir la variante par rapport à la littérature, la convergence de Malher avec les romans de sa génération, s'établit au travers d'une terminologie trop hâtivement assimilable au roman proustien. Par la variante, sa musique se remémore le passé depuis longtemps écoulé et à demi oublié, elle s'oppose à son absolue inanité et le donne pourtant comme éphémère, comme irrémédiablement perdu. Son idée réside dans cette fidélité rédemptrice. Cet enjeu est certes capital dans la courbe de la recherche. La réminiscence puisqu'il s'agit d'elle, de même que la variante,
évoque autant la reconnaissance différée que la métamorphose. Elle est une démonstration qui doit conduire la réconciliation de ce qui tourmente, incite à la dispersion la forme abstraite du drame qui doit retrouver par elle continuité et cohésion. Mais il importe en premier lieu de voir que cet enjeu du temps passe au travers de processus de structuration, de métamorphose, par une technique. La métamorphose et ses modes d'apparition. Dans un commentaire sur Karl Leweux, Mahler reproche à ce dernier de souvent répéter littéralement les strophes séparées, alors que le vrai principe de la musique est de progresser weiterlaufen sans cesse, conformément au contenu du poème, dans un discours ininterrompu durchkomponieren, sans reprise littérale, 83. Cette persistance du schéma couplet-refrain doublé de phénomènes de différenciation, de thématique et de texture, relève d'un type de répétition que François de Carsin apparente à celle définie par Proust comme intégrale, les principaux éléments de différence obtenus par les changements de densité et de couleur du tissu sonore n'altérant pas l'essentiel d'un état retrouvé dans sa complétude. Mais cette puissance du retour souligne surtout l'ambiguïté temporelle liée à la périodicité, ceci parce qu'un motif proustien développé une fois n'est jamais définitivement abandonné, qu'il peut soudain réapparaître après un cheminement souterrain, parce qu'inclus dans un processus continu de réorientation et métamorphose qu'Almud Grésillon nomme écriture vagabonde, pratique résolument nouvelle en littérature jouant de la duplication, de interpolation, de perspectives différenciées en des distances proches ou éloignées dans le temps du raconté, transformation perpétuelle et épisodique d'éléments entrant dans la composition d'entités plus vastes. Par-delà la fluctuation du détail, les thèmes mahlériens et proustiens demeurent reconnaissables, travaillés tant dans leurs éléments constitutifs dont seront exploitées les relations souterraines que dans leur unité ou par ajout de figures nouvelles, soustraction de matériaux, changement d'environnement. Chez Proust, le personnage conserve une attache subsidiaire aux fins du souvenir par l'intermédiaire de l'image d'un lieu réel ou imaginaire qui lui est associé, et lorsque la figure reparaît, elle reste liée au site primitif gardé en mémoire, comme Albertine qui ne peut oblitérer ses premières images d'elle-même dans le décor de Balbec ou Gilberte devant un porche de cathédrale. Cet accompagnement du personnage par un lieu sur lequel il se profile a pour effet de lui conférer, sinon la continuité qui lui manque, au moins un aspect éminemment concret, une enveloppe caractérisante qui en précise l'image et appuie sa permanence par-delà la discontinuité de ses apparitions, tout comme réciproquement le personnage rehausse les lieux dans lesquels il se trouve successivement. Au premier écrin, d'autres pourront s'ajouter ou se substituer en vertu du procédé d'ajout de figures nouvelles. Ce faisant, thème, personnage ou lieu ne trouvent jamais leur forme définitive. Ils émergent et disparaissent dans le continuum temporel, qui en retour se trouve lui-même constitué par leur propre contingence non moins que par la nécessité et la prégnance des écarts, écrit Adorno relativement au thème mahlérien. Chez l'écrivain, le renouvellement d'un objet s'offre encore par l'entremise d'un type particulier de métamorphose, le changement de perspective, car il est donné au héros de voir, s'approchant de la joue d'Albertine pour l'embrasser, il découvre non pas une mais 10 Albertines successives, différents plans modifiant le caractère d'une figure, faisant surgir de ce que nous croyons une chose à l'aspect défini, laissant autre chose qu'U'. Elle est tout aussi bien, puisque chacune est relative à une perspective non moins légitime. Le résultat de ce mouvement est alors une sorte d'éclatement du réel, de sa présentation unitaire, sans enjoindre cependant une dislocation définitive de l'objet non moins qu'une fixité du détail. Cette tension entre vision parcellaire et linéarité devant rendre compte d'un même objet destiné à être compris, la construction thématique mahlérienne d'une entité thématique ne s'en défend pas, parce qu'aucune identité n'est achevée. Le geste compositionnel permet la présentation séparée d'éléments constitutifs d'un même ensemble comme le montre le final de la 6e symphonie, basé sur une forme sonate dont les complexes thématiques de présentation comprennent une quinzaine d'éléments entendus séparément, mais offrant pour certains des similitudes rythmiques, pointées notamment, ou mélodiques, arpèges, sauts mélodiques. Telles les thématiques proustiennes que sont Matinée, Madeleine ou Aubépine, le propos est de nier que la diversité soit consistante ou que l'inclassable existe. Toute l'expérience doit entrer dans un nombre restreint de modèles, indice suprême de péjoration. Alors, malgré un foisonnement qui n'est que d'apparence, se constitue méthodiquement le plateau étroit d'un échiquier.
ainsi de l'introduction de nouveaux thèmes ou du travestissement de certains matériaux afin qu'ils produisent un effet de nouveauté, tendance qu'Adorno, en mentionnant directement Proust, relève chez Mahler qu'il amorce dans les mouvements initiaux des première et quatrième symphonies, la renforce dans le second mouvement de la cinquième ou, après l'un des passages lents intercalés, une figure relativement secondaire de l'exposition est reprise sous une nouvelle forme, comme si un personnage auquel on n'avait pas prêté attention jusqu'alors offrait tout à coup un secours inattendu, à l'image de ce qu'on voit chez Balzac et avant lui déjà dans le roman romantique chez Walter Scott. Proust aurait fait remarquer qu'en musique, parfois, de nouveaux thèmes venaient conquérir le premier plan, à la façon de certains personnages secondaires de romans jusque-là passés inaperçus. Dans le premier mouvement de la première symphonie, le motif qui forme le noyau de ce thème secondaire est à vrai dire annoncé dès les premières mesures avant que le développement ne se charge discrètement de l'enrichir, Mahler privilégiant en général l'idée d'un thème qui croît, afin de s'imposer dans une identité devenue et non pas première. Ce procédé novateur remarqué par Proust dans les deux arts, la recherche s'en empare également si l'on songe à l'importance de l'insertion du roman d'Albertine après l'apparition discrète de la jeune fille dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Au-delà de ce constat, les œuvres de Mahler comme de Proust offrent deux dimensions apparemment inconciliables que sont téléologie et métamorphose-périodicité. Si l'on considère la téléologie du chemin menant à la dernière matinée comme une dimension de la recherche, la métamorphose d'un motif, d'une métaphore, d'une phrase entière à travers des contextes variés, qui eux-mêmes se modifient ou sont évacués comme des scories, représenterait la seconde dimension, en rivalité avec la première dans la mesure où l'arche téléologique s'efface derrière un processus des apostrophes, écriture dans lequel un objet, comme une sorte de germe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.